Le mercredi, il sera bon. Novembre 2020. Alors nous allons commencer la série numéro 1, l'exercice numéro 1. Alors il s'agit de électromagnétisme dans le vide. Donc je vais expliquer. La prochaine fois, je vais voir tout le monde avec la baguette, la bavette. La bavette. Donc maintenant. Ok? Bien, donc on va commencer l'exercice 1. Alors, champ E et B créé par une charge électrique okay. Bien. Alors, dans la première question, la charge électrique est immobile, c'est-à-dire est fixe. Donc, j'ai dans l'espace à 3 dimensions, je suis dans R3. Et R3, il est muni d'un repère orthonormé. Donc j'ai ici X, Y, Z. Alors, le vecteur unitaire ici c'est I, ici c'est J, et ici c'est K. Et j'ai ici l'origine O, où je vais mettre une charge ponctuelle plus U. Une charge électrique ponctuelle plus U. Et je vais me poser la question. À un point M qui est distant d'une distance OM qui est égal à R. Alors, dans ce point M qui est repéré dans le système de coordonnées cartésiennes par les coordonnées X, Z, et dans le système de coordonnées sphériques par R, θ,
Ici, c'est le vecteur unitaire E. Donc ici, c'est J. Et ça, c'est E. Alors, la question que je me pose, au point N, distant de R de O, quelle est l'expression du potentiel électrostatique, du potentiel scalaire électrostatique V de M, et quelle est l'expression du champ électrostatique E au point M? Donc, soit une charge immobile Q passée à l'origine O d'un vecteur orthonormé, déterminer le champ et le potentiel électrostatique en un point M tel que OM égale à M. D'accord? Alors nous avons vu dans le cours que dans le vide, s'il n'y a pas de charge électrostatique, j'ai dit que le potentiel scalaire électrostatique est égal à quoi? Constante. Il est égal à 0 si cette constante est choisie comme origine. Et ça, c'est une problématique très intéressante que j'ai discutée dans le cours au moins à deux reprises. Le potentiel scalaire électrostatique ne peut pas être exprimé de manière unique, rigoureuse. D'accord? Le potentiel scalaire électrostatique ne peut pas se décliner sous une forme unique. Quand est-ce qu'il se décline sous une forme unique? Lorsque j'applique les conditions aux limites, ou bien lorsque je choisis un point en référence des potentiels. Et j'ai dit que ça, c'est le propre de toutes les énergies potentielles, y compris l'énergie potentielle de pesanteur que j'ai exprimée dans le cours. D'accord? Donc, V de M ne peut pas être exprimé de manière rigoureuse. Il est toujours défini à une constante additive près. V de M, ما عندوش كتابة وحيدة. D'accord? دائما كيتكتب à une constante additive près. إمتى كتزول ديك الكونستانت lorsque j'applique les conditions aux limites ou bien lorsque je fixe une référence. Maintenant, lorsque je pose en un point O une charge ponctuelle fixe, une charge électrique fixe, alors les propriétés électriques de l'espace et non changent. Ce potentiel scalaire électrostatique ne va plus être égal à une constante, mais il va avoir une expression. Donc, ce que je veux dire, c'est que par raison de symétrie, nous pouvons écrire. Alors, dans le cas général, V de M, c'est une fonction scalaire, comme j'ai dit dans le cours. A priori, elle dépend de X et de Y et de Z. C'est-à-dire, elle dépend de R, de θ et de φ. Ça, c'est l'expression générale. Maintenant, je vais utiliser les propriétés de symétrie du système pour écrire cette fonction potentielle scalaire électrostatique de manière plus simple, ou bien pour réduire les dépendances. Regardez, si j'effectue une rotation, c'est-à-dire si je change phi et je garde R constant et θ constant, j'effectue le point M décrit un cercle autour de Z. Le point M, il va rester à la même distance que O. Donc, a priori, V de M ne va pas changer. Donc, V ne dépend pas de phi. J'utilise la propriété, la symétrie de révolution autour de Z.
Maintenant, je vais déplacer le point M autour de cet axe, tout en gardant R et phi constant. La distance OM, elle va rester la même. Donc l'influence de la charge située en haut sur le point M, elle va rester la même. Donc, a priori, V de M ne dépend pas de θ. Donc, par raison de symétrie, je peux dire que V ne dépend que de R. D'accord? C'est ce que j'ai traduit dans le cours par l'ensemble des points M de l'espace pour lesquels V de M est égal à une constante, c'est-à-dire les équipotentiels, c'est des sphères. Puisque je suis par raison de symétrie, nous pouvons écrire. Donc, car le système, ou bien oui, le système, présente la symétrie sphérique. D'accord? Donc, le système est présent la symétrie sphérique. Donc, j'ai réduit les dépendances de V. J'ai réduit le nombre de coordonnées dont dépend V. Donc, au lieu d'avoir 3 R, θ, phi, je les ai réduits uniquement en utilisant la symétrie du problème. Et maintenant, V ne dépend que de R. Et je peux raisonner de la même manière. Je peux dire E, le vecteur E, a priori, il s'écrit sous la forme ER qui dépend de R θ phi, ER plus Eθ qui dépend de R θ phi, Eθ plus E phi qui dépend de R θ phi, E phi. J'ai dit que les équipotentiels, dans ce cas, c'est des sphères. Et vous savez, d'après vos souvenirs d'électricité 1, c'est-à-dire ce que vous avez vu dans le deuxième semestre de l'année dernière, dans un problème d'électrostatique, les lignes du champ électrique sont toujours normales aux équipotentiels. Ça veut dire que les lignes du champ, elles seront toujours E de M, il sera toujours normal aux équipotentiels. C'est-à-dire que E, il sera porté par uniquement par ER. Donc ER qui dépend de R θ phi, ER des sphères. Maintenant, je vais raisonner de la même manière. Le champ électrostatique ou bien le module du champ électrostatique, si j'effectue une rotation autour de Z, il ne va pas changer. Si j'effectue une rotation autour de euro, il ne va pas changer. Donc, E de M, il est égal à ER qui ne dépend que de R suivant ER. D'accord? Donc, vous avez c'est ce que je vous dis toujours. Ne commencez jamais le calcul avant d'avoir fait une étude préalable de la symétrie du problème. L'étude préalable de la symétrie du problème ou bien du système, elle va réduire le nombre de composantes à chercher dans le cas du champ électrostatique et elle va réduire les dépendances. Au lieu d'avoir dépendance par rapport à 3 variables, j'ai dépendance par rapport à une. Maintenant, c'est facile de chercher. Donc, on dit que le champ
électrostatique et radiale. Chouette. Ça veut dire il est porté par ER, son module dépend uniquement de R. Bien. Alors, pour calculer E en M, je vais utiliser le théorème de Gauss. Et le théorème de Gauss, comme j'ai montré dans le cours, c'est la conséquence directe de l'équation de Poisson ou bien de la première loi de Gauss et du théorème de la divergence. Le théorème de la divergence ou bien le théorème de Gauss-Ostrogradski ou bien Ostrogradski. D'accord? Donc, je vais imaginer une surface, donc soit une surface de Gauss, soit une surface de Gauss sigma. Alors, cette surface de Gauss, je vais l'identifier à une équipotentielle. C'est-à-dire, ça va être une sphère de centre O et de rayon R. Alors, donc je vais dessiner une surface fermée ici. Alors, je vais calculer le flux de E à travers sigma. C'est l'intégrale double de E en M qui appartiennent à sigma sur tous les points M qui appartiennent à sigma. Et sigma, c'est une surface fermée ds en M. C'est-à-dire, dans n'importe quel point M, je vais avoir E qui est radial et ds qui est radial. Donc ça c'est E et ça c'est ds au point M, au point M. Alors j'ai E et ds, ils sont sur la surface sigma, ils sont parallèles. Donc l'angle entre les deux, il est égal à 0. Donc le produit scalaire, c'est module de E au point M, module de ds au point M fois cosinus de 0, c'est-à-dire cette intégrale double, elle se transforme en l'intégrale double E en M, ds en M sans vecteur. Or, sur la surface sigma, le module de E de M, il est constant, car E de M, il est radial, il ne dépend que de R. Sur la surface sigma, R est constant. Donc ce module, je peux le sortir de la double intégrale. Et je vais avoir c'est E au point M
fois l'intégrale de sur la surface sigma ds au point M. Et cette quantité n'est autre que 4pi r au carré. Donc le flux de E à travers sigma, il est égal à E au point M fois 4pi r au carré. Et d'après le théorème de Gauss, c'est la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de sigma, c'est-à-dire plus Q sur epsilon 0. Donc E de M, E au point M, E au point M n'est autre que plus Q sur 4pi epsilon 0 1 sur R carré ER. Voilà l'expression du champ électrostatique au point M. Le module ne dépend que de R et le champ électrostatique est porté par ER. Maintenant, je vais chercher le potentiel électrostatique. Alors, j'ai V de M, je cherche V de M. J'ai le champ électrostatique E au point M, il est égal à moins gradient de V de M. Ça veut dire que ER, Eθ qui est égal à 0, Eφ qui est égal à 0, il est égal à moins dV sur dr, moins 1 sur R dV sur dθ et moins dV sur dz. Donc cette quantité elle est égale à 0, cette quantité est égale à 0. Moi je vais prendre uniquement la première composante. J'ai déjà montré que V ne dépend pas de θ par raison de symétrie en effectuant une rotation autour de euro. Et j'ai déjà montré que je suis en coordonnées sphériques, on parle pas en coordonnées cylindriques. Moins 1 sur 1 sinus θ dV sur dφ. Et j'ai déjà montré que V ne dépend pas de phi en effectuant une rotation autour de Z. Et en montrant l'invariance de la valeur de V. D'accord? Donc ce qui me reste, c'est E de R qui ne dépend que de R, elle est égale à moins dV qui ne dépend que de R sur dr. Le d rond se transforme en d droit car V ne dépend que d'une seule variable. Il n'y a plus lieu d'écrire d rond. Ce qui veut dire que V de R, il est égal à moins l'intégrale de E de R qui ne dépend que de R dr. Donc V de R, c'est moins l'intégrale de cette quantité. Donc moins Q sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de 1 sur R carré. Et l'intégrale de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R. Donc c'est plus 1 sur R plus une constante. Maintenant, regardez. Si je m'éloigne indéfiniment de la charge lorsque R tend vers l'infini, normalement, au point
point M, je ne dois plus ressentir l'influence de la charge. Si je me place à l'infini, si je m'éloigne indéfiniment de la charge, le point M ne doit plus ressentir l'effet de la charge ponctuelle. Donc, VR qui est égal à plus l'infini, puisque le point M ne ressent plus l'influence de la charge, donc est égal à 0, est égal à une constante. Donc la constante, dans ce cas, est nulle. V de R, dans ce cas, il est égal à plus Q sur 4Q epsilon 0, 1 sur R. Donc, si j'ai une charge ponctuelle plus Q placée en un point haut de l'espace à 3 dimensions, elle va créer un champ E. Maintenant, charge électrique en mouvement. Alors, lorsqu'une charge électrique se met en mouvement, qu'est-ce qu'elle va créer? Un champ. Oui, un champ magnétique H, une induction magnétique B et un champ électrostatique, oui ou non? Une charge ponctuelle. Oui. Oui. Lorsque la charge électrique est en mouvement, alors, regardez. Dans ce cas, elle va créer un champ, bien entendu magnétique H, une induction magnétique B et un champ E. Ça, je l'ai dit et redit dans le cours. Lorsqu'il est statique, c'est l'électrostatique. Lorsqu'il se met en mouvement, c'est la magnétostatique. Et dans la magnétostatique, je peux avoir B et H, et des fois, je peux avoir même E. Si la répartition, la répartition de charge électrique n'est pas nulle. Dans les conducteurs, on va voir c'est différent. Alors, B dans ce cas, en un point M, il est égal à quoi? Il est égal à Q je vais l'écrire différemment. Donc, 1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur C0 au carré, Q fois la vitesse vectorielle, le lieu où se trouve la charge. C'est le point M où se trouve la charge, par exemple. Le lieu où je veux calculer le champ magnétique MO divisé par MO. Donc, B, pour corriger ici, s'il vous plaît, c'est B en haut. Donc, charge électrique en mouvement. Donc, j'ai la charge se trouve en M et elle est animée d'un mouvement avec une vitesse V. Bien.
je vais essayer de schématiser. Donc, j'ai mon repère. J'ai ici X, Y, Z. Et on me dit que la charge elle décrit un cercle. Donc, si la charge décrit un cercle, alors le vecteur vitesse, à chaque instant, V, il est porté par Eθ. Je suis ici en coordonnées cylindriques. Donc, ça c'est Eθ. Et le vecteur vitesse, c'est ça. D'accord? Et ça, ce vecteur, c'est ER. Donc, la base ici, c'est ER, Eθ, EZ, ou bien K. Donc, ça, c'est EZ. EZ, il s'identifie à K. D'accord? Pourquoi j'ai dessiné un cercle? Parce qu'on me dit dans la deuxième question, regardez, soit une charge Q qui effectue un mouvement circulaire uniforme avec une vitesse V. Donc on me demande de calculer l'induction magnétique au centre du cercle que je vais appeler O'. Et ça c'est O, ce point c'est O. Alors, je vais appliquer ma définition sur ce cas. Alors, regardez, P en O', c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur C0 carré, QV fois Eθ vectoriel MO' sur MO, c'est-à-dire vectoriel moins R. Parce que le vecteur unitaire ici, ce vecteur unitaire, c'est moins de R. Ce vecteur unitaire il est égal à MO' sur module de MO', il est égal à moins ER. Donc, MO' sur module de MO' égal à moins ER. J'ai Eθ vectoriel ER, Eθ vectoriel ER, c'est K. C'est EZ. Avec le 6 moins, ça va me donner. Vous m'excusez, j'ai commis une erreur. Eθ vectoriel ER, c'est moins K. ER vectoriel Eθ qui est égal à K. Donc, Eθ vectoriel ER moins K, avec le 6 moins, ça va me donner plus K. Donc, P en O', c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur C0 carré, Q, V, fois K. Et je retrouve la situation que j'ai décrite en long et en large dans le cours. Dans le cours, j'ai dit que le champ magnétique H et l'induction magnétique B, ce sont deux entités qui présentent toujours
avec la distribution de courant, la symétrie cylindrique. J'ai dit que si j'ai une charge ponctuelle qui tourne autour d'un point, alors le champ magnétique, il est suivant l'axe. Au centre du cercle, le champ magnétique, il est suivant l'axe. Si la particule dans son mouvement décrit un cercle, alors au centre du cercle, le champ magnétique, il est suivant l'axe, il est suivant K. Si j'ai un courant qui décrit un cercle, c'est ce qu'on appelle une spire, ou bien une boucle de courant. Alors le champ magnétique dans l'axe de la spire, il est suivant K. Si j'ai une charge ponctuelle qui décrit un mouvement rectiligne, c'est-à-dire suivant un axe, alors le champ magnétique au voisinage de l'axe, il décrit un cercle. Si j'ai un courant dans un conducteur filiforme, c'est-à-dire dans un fil rectiligne, alors le courant va créer au voisinage du fil des lignes du champ B ou bien des lignes du champ H qui décrivent des cercles. J'ai dit ça donc je vais faire un petit récapitulatif ici. Toujours. Alors, si la charge électrique décrit un cercle, alors B en haut, il est égal à B fois K. Si un courant électrique décrit un cercle, alors B en haut, il est égal à B fois K. Si la charge électrique décrit une droite, c'est-à-dire V égale à V fois K. Alors, B au voisinage, il est égal à B fois E θ. Si le courant électrique décrit et rectiligne, ou bien décrit une droite comme vous voulez, si le courant électrique décrit une droite, c'est-à-dire I, il est égal à I fois K, alors B au voisinage, il est égal à B E θ. Tout le long du semestre, ce sont les situations que vous allez avoir.